libres. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis, verdict ce matin. Oumar Sow dit Ozis, lui, il n'est toujours pas sorti de l'auberge. Devant la barre tout à l'heure, il a regretté ses propos avant de se fondre en excuses pour ensuite demander la clémence du juge. L'audience se poursuit. Le voyage du Premier ministre Ousmane Sonko à bord d'un jet privé, un luxe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un avion prêté à Sonko par un homme d'affaires propriétaire des ciments du Sahel. Que se cache-t-il derrière cet acte? RFM a creusé pour voir. La Tabaski et la prise en charge des cas sociaux qui demeurent problématiques au niveau des communes, des budgets à la baisse à cause de la non-disponibilité des fonds de dotation, situation beaucoup plus inquiétante pour les communes dont les maires sont dans les liens de la détention. Économiquement, le pays est à l'arrêt, situation tendue dans presque tous les secteurs d'activité. Les pères et mères de famille dans la tourmente avec la Tabaski, reportage à suivre. La morosité économique est justement ressentie jusqu'au marché HLM où l'opération Tabaski risque de foirer. Ça ne vend pas. Et comme ça ne vend pas au marché des tissus, chez Monsieur Tailleur, ça ne coûte pas non plus. Nous le verrons tout à l'heure. Le grand journal, les actualités internationales à suivre avec Georges Déthié Diop. Le sport Malal Diagne Junior, la presse du jour Mohamed Ali Moubala. La souffrance de Gorgorlou pour faire face aux charges de la Tabaski. Point de vue. Tournée du Premier ministre dans des pays de la sous-région. Quelle retombée pour le Sénégal? Débat tout à l'heure dans une trentaine de minutes. Aliou Baït à la technique, bienvenue à tous. Azoura Fall et Eladji Ousseinou Kairé libres. Verdict ce matin, ils ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis. L'influenceur du parti PASTEF et son compère ont été tout de même reconnus coupables de propos contraires aux bonnes mœurs. Un autre procès ce matin, celui d'Oumar Sow dit Ozis, le prévenu devant la barre, a regretté les propos pour lesquels il est poursuivi. Il a présenté des excuses au parquet avant de demander la clémence du juge, mais le procureur estime que l'ancien compagnon de Macky Sall est coutumier des faits. Le parquet a d'ailleurs requis une peine d'emprisonnement d'1 an, dont 6 mois ferme, et une amende de 200 000 francs CFA. Les plaidoiries se poursuivent, mais la défense juge trop sévère le réquisitoire du procureur. Boubacar Dieng, donc, lors de nos prochaines éditions. La chambre d'accusation du pôle judiciaire financier qui se penche également ce mercredi sur le recours de Farbangom. Les avocats du maire des Agnam avaient saisi la dite chambre contre le rejet du cautionnement de leurs clients ainsi que la saisie à titre conservatoire de ces titres fonciers donnés en guise de caution. Pour rappel, Farbangom est en prison depuis le 7 février dernier pour escroquerie présumée sur les deniers publics, blanchiment de capitaux, entre autres. Midi 4 minutes, la suite du journal. Je vous l'annonçais tantôt, le voyage du Premier ministre, donc Ousmane Sonko, à bord d'un jet privé, un luxe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un avion prêté à Ousmane Sonko, nous dit-on, par l'homme d'affaires sénégalo-libanais, propriétaire des ciments du Sahel. Alors, question, efficacité ou conflit d'intérêts? Mohamed Ali Mouba a creusé pour savoir. C'est la compagnie Sam Airways qui a transporté le Premier ministre. La compagnie appartient à l'homme d'affaires sénégalo-libanais Layous, propriétaire de la deuxième cimenterie du pays, les ciments du Sahel. On justifie ce choix par le fait qu'affréter un jet privé reviendrait moins cher que d'acheter plusieurs billets en classe affaires pour la délégation conduite par le Premier ministre. Mais cet argument ne convainc pas tout le monde. Abdou Aziz Diop, membre fondateur de la coalition Publiez ce que vous payez. C'est surtout l'exemplarité qu'on attend de ces dirigeants. Beaucoup de contradictions. Ils avaient parlé des fonds politiques, ils allaient supprimer, ils ne l'ont pas fait. Ils ont parlé de rationalisation de certaines structures, tous les agents sont restés intacts en l'état. Ils ont parlé d'appel à candidature, ce n'est pas le cas. Et encore une fois de plus, une bonne gouvernance ne s'applique pas à des personnes personnelles, mais c'est surtout à des structures. Quand on parle de structures, la fonction primatoriale, c'est une structure, c'est le Premier ministre. Quand il se déplace en jet d'être privé, où est l'exemplarité dans tout cela? Alors qu'il pouvait voyager, même en classe affaires ou en première classe, dans les vols réguliers. Il reste par ailleurs des zones d'ombre qui a payé le carburant, les frais de handling, les taxes aéroportuaires et surtout qu'attend le donateur en retour. Dans un contexte où l'on promet plus de sobriété et de transparence, ce voyage donne un signal en tout cas brouillé. Le jet privé ici n'est pas qu'un moyen de transport, il devient le symbole d'une proximité gênante entre pouvoir politique et intérêt privé. Mohamed Ali Mouba. Mercredi 4 juin, aujourd'hui donc fin du dialogue national sur le système politique. Les travaux prennent fin à l'instant même. Les conclusions donc attendues, mais déjà des propositions
émarge de la commission chargée de la réforme des institutions. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Le dialogue national sur le système politique lancé le 28 mai dernier donc par le chef de l'État. Les discussions ont buté encore cette fois-ci sur le statut du chef de l'opposition. La question se pose et reste un des points d'achoppement donc dans les TDR du dialogue national. Pape Amadou Fall, directeur de publication du journal La Gazette, estime que cette question est a été pourtant réglée il y a de cela 2 ans. Nous l'écoutons, Pape Amadou Fall, avec Seydou Nourouba. L'on ne remet pas toujours en cause ce qui a déjà fait l'objet de consensus d'une certaine manière. Il est resté au sortir du dialogue national de 2023 au chef de l'État à prendre, évidemment c'était l'ancien régime, à prendre la décision pour l'envoyer au niveau de l'Assemblée nationale et que l'on acte cela. Maintenant, que 2 ans après, on remet tout cela sur la table, que des résistances se révèlent, l'on peut se dire, mais au Sénégal, on aime faire des allers-retours. Parce que le statut de l'opposition, on en parle depuis de 30 ans dans ce pays. En 2016, il y avait eu des avancées extrêmement fortes également. Aujourd'hui, donc, je pense que c'est revenir à la raison. Le président de la République, parce que ce statut est dans la Constitution sénégalaise. C'est le président de la République, si les acteurs politiques ne veulent pas se retrouver, mais que lui prenne la Constitution comme repère, tout simplement, pour dire que ce statut doit exister. Et celui qui est arrivé deuxième à la présidentielle, c'est ce qui avait été retenu, deuxième à la présidentielle, soit considéré comme le chef de l'opposition. RFM 94.0, la radio en puissance. INEFJA de Thiès, les handicapés visuels regroupés au sein de la Fédération sénégalaise d'associations de personnes handicapées qui tire la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité de ratifier le traité de Marrakech, ce qui leur permettrait d'avoir accès aux lycées et universités du pays. Ils estiment que la non-ratification du dit traité constitue une violation des droits des personnes vivant avec un handicap. Cheikh Diop. Pour la Fédération sénégalaise d'associations des personnes handicapées, la non-ratification du traité de Marrakech est une violation des droits des personnes vivant avec un handicap. Moussa Thiaré, le président de la fédération. La non-ratification du traité de Marrakech constitue une violation des droits à l'éducation, une violation des droits à l'accès à l'information, une violation du droit à l'accessibilité, une violation du droit à l'égalité des chances. Vous allez dans une classe, les enfants non handicapés lisent toutes les œuvres au programme. En quoi les enfants handicapés n'auraient pas ce même droit? Et c'est ce qui se passe. Et si on n'a pas accès aux informations contenues dans ces livres, dites-moi comment est-ce qu'on peut espérer un jour être l'un des meilleurs en littérature, en sciences, etc. Au Sénégal, seul 1% des produits livresques est accessible aux handicapés visuels. La ratification du traité de Marrakech est une exigence pour corriger les manquements. Pour toutes les personnes handicapées, en particulier pour les enfants handicapés ayant des difficultés à la lecture des caractères imprimés. Depuis 12 ans, ces handicapés courent derrière les autorités étatiques pour qu'elles mettent en œuvre le traité de Marrakech. La Fédération sénégalaise d'associations de personnes handicapées presse les nouvelles autorités à passer à l'acte, ce qui donnerait plus de chances de réussite aux élèves et aux enfants handicapés visuels. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, merci. Direction Kaolack, où les agents du Promogem affectés au niveau du marché Mam Astou Janka de Medina Baye étalent leur colère. Ils sont restés 1 an sans salaire. En clair, ils n'ont pas perçu depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Et à cette absence de salaire s'ajoutent des licenciements qu'ils jugent abusifs. Les préparatifs de la Tabaski sont venus amplifier leur situation. Ils n'ont nulle part où aller ni quoi faire avec leur famille. Et c'est pourquoi ils interpellent l'État et le Khalif général de Medina Baye, Fatoubo. Depuis 1 an, les agents du nettoiement du marché Mam Asta Janka de Medina Baye courent toujours derrière leur salaire. Cette situation génère une frustration et une indignation profonde, affectant gravement
leur quotidien. On est resté plus de 1 an sans percevoir nos salaires. Ils nous ont licenciés sans motif abusif. On est fatigués. Vraiment, nous sommes des mères de famille. On est très fatigués. Nous réclamons notre argent. Nous sommes des femmes vulnérables. La responsable Fatou Lam dénonce un licenciement jugé abusif et le silence assourdissant de la coordonnatrice nationale face à leur situation. Le Promogem, depuis lors, la coordonnatrice ne nous a même pas appelés pour s'inquiéter de notre sort. Jusqu'à présent, on est là, on court derrière notre argent. À la veille de la Tabaski, leur appel prend une dimension encore plus urgente. Ils réclament le paiement immédiat de leurs arriérés de salaire et interpellent l'État du Sénégal ainsi que le calife général de Médina Baye. Avec l'approche de la Tabaski, on est là, on n'arrive pas à avoir notre argent pour amener dans notre famille. Dans ce cas, nous interpellons directement son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, en plus forte raison le calife général de Médina Baye, qui est notre guide religieux. Le silence persiste, mais l'espoir demeure. Les agents du nettoiement du marché Mam Asta Dianka de Médina Baye continuent de lutter pour leurs droits, espérant qu'un jour leur voix sera entendue. Fatumbo Kaulak, Radio Futur Média. Fatumbo, merci. La Tabaski et le social, justement, les mairies à l'épreuve. Les budgets ont été revus à la baisse et vous savez pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que les fonds de dotation ne sont pas encore disponibles. Et la situation est plus compliquée pour les communes dont les maires sont dans les liens de la détention. Ils ne sont pas en mesure de prendre en charge les cas sociaux dans le cadre des préparatifs de la Tabaski. Abdourahmane Diallo. La population continue à vivre dans une galère vraiment précaire, mon très cher. Ce sont là des propos de Abdou Aziz Diop, adjoint au maire des Agnam. Les habitants de cette localité attendent toujours le soutien de la mairie pour la fête de Tabaski, mais avec l'emprisonnement de leur maire Farbangom, plusieurs familles ne vont pas bénéficier de cet appui. Mais bon, on est en train de s'organiser, de faire des collectes, chacun d'entre nous essayer vraiment de coopter 2 à 3 familles pour les assister. À part ça, on ne peut pas s'en sortir parce que plus de 3000, on n'a pas quelqu'un qui est dans notre localité qui peut prendre tout en charge. Parce que l'honorable député, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas dans le budget communal. Il le ferait de ses propres grés, mais dans sa poche. On ne peut pas vous confier un budget de la commune, quelque chose qui devrait aller dans l'éducation ou dans un autre secteur, et vouloir prendre ça et la transformer dans des actes sociaux, parce que demain tu dois rendre compte. À Sandiara, l'heure est au recensement des familles démunies. La municipalité ne compte pas déroger à la règle, malgré la situation que vivent les collectivités territoriales. Alioune Nying est le maire. On a la chance d'avoir le chef du service social qui est rattaché au niveau du ministère de la Santé. C'est une première et nous travaillons en collaboration avec ce service qui fait les enquêtes nécessaires pour nous donner les personnes qui ont besoin d'aide. Je pense que c'est une innovation majeure et ça permet de pouvoir toucher la cible dont nous avons besoin parce que c'est des enquêtes qui sont faites, des enquêtes très pointues avec des spécialistes. Comme on a l'habitude de le faire maintenant chaque année, ça a été planifié depuis l'année dernière, ça a été mis dans le budget. D'autres mairies, elles, sont obligées de revoir à la baisse le budget destiné à appuyer les familles démunies lors de la fête de Tabaski. Elles n'ont pas encore reçu leur fonds de dotation. Économiquement, le pays s'est à l'arrêt. Vous l'avez certainement constaté, une situation tendue dans presque tous les secteurs d'activité. Les pères et mères de famille dans la tourmente avec la Tabaski. Reportage Nafissatou Sila. C'est ainsi que Pape Diop et Modou Diouf expliquent la situation économique du pays, en train de discuter avec leurs camarades. Tous soutiennent que ce ne sont pas les beaux jours en ce moment. Je n'ai encore rien à poche, tout est au ralenti. Nous faisons du tac-tac, mais on ne voit même pas de clients. Je n'ai encore rien acheté pour apporter au village. Babacar Mbaye est agent immobilier, lui aussi entonne le même tempo. Les temps sont durs, alors pas de grosses dépenses. Primo, ceux qui achetaient les motos à 500 000 francs, à 300 000 francs, cette année c'est sûr qu'ils ne vont pas se payer des moutons à ce prix. Ah bon, pourquoi ? Parce que bon, je peux dire que l'argent se fait rare. Ce qu'ils gagnent ne leur suffit pas en fait. Tu vois, parce que le coût de la vie est trop élevé, oui, en ce moment. Il faut bien se serrer les coudes, quoi. Je vais jamais me permettre de faire des folies parce que bon, je pense que la fête c'est seulement
une journée. Donc il reste encore des jours, des mois. Et je dois garder assez d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ndeye Khady Dieng, visage dépigmenté, l'air triste, assise sur un banc, son menton entre ses mains, affichant désespoir, s'étonne de cette situation. Je suis vraiment désespérée. Rien ne marche en ce moment. L'année dernière, j'étais dans les marchés pour faire mes courses. Mais là, je n'ai pas mis mon pied dans une boutique pour acheter des tenues à mes enfants. Moi, je vendais, mais à cette année, j'ai fermé boutique parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Le constat paraît unanime, la morosité s'est bien installée à Dakar et cela s'explique par un certain manque de ferveur pour la fête de Tabaski. Nafissatou Sila, cette morosité économique en tout cas est ressentie jusqu'au marché HLM où l'opération Tabaski risque de foirer. Ça ne vend presque pas. Et comme ça ne vend pas au marché des tissus, chez Monsieur Tailleur, ça ne coûte pas non plus. Reportage Oumou Kalsoumli. En cette matinée animée de veille de fête, le marché HLM grouille d'activités. Les commerçants rivalisent d'ingéniosité pour capter l'attention des clients et promouvoir leurs produits. Rien n'est laissé au hasard. Porte-voix, haut-parleurs, tam-tam, tout est mis en œuvre pour attirer la foule. Cependant, la dynamique est bien différente pour les vendeurs de tissus. Le marché bat son plein, mais malheureusement, il n'y a pas d'acheteurs. Pour cette année, il n'y a pas un grand changement. Mais nous remercions le bon Dieu. Dans sa boutique de 2 mètres sur 10, Issa Ngom expose ses riches bazins qui donnent du cachet à son étal. Pourtant, les ventes peinent à décoller. De l'autre côté du marché, les ateliers de tailleurs se succèdent. Patengom, couturier, chevronné, a presque terminé ses commandes. Mais l'argent ne rentre pas aussi vite qu'espéré. Je n'ai jamais vécu une fête de Tabaski pareille. Tout est au ralenti, les gens veulent porter de beaux habits, mais les moyens font défaut. Son confrère Malik Mbou, lui, pointe du doigt la concurrence chinoise qu'il estime être responsable de cette situation. Les broderies et autres ne marchent plus. Les Chinois nous ont tout pris. Ils copient tous nos habits et c'est malheureux pour nous. À quelques jours de la fête de la Tabaski, commerçants et tailleurs espèrent écouler leurs marchandises et réaliser un bon chiffre d'affaires. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale donc avec Georges Déthié. Bonjour Georges. Bonjour Barthélémy. Au Mali d'abord, nouveau bilan de l'attaque du camp militaire de Boulkessi survenu dimanche dernier. Un bilan du JNIM dans de nouvelles images diffusées cette nuit. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda revendique plus de 100 militaires tués lors de l'attaque et 22 capturés et retenus en otage. RFI qui donne l'information souligne que l'armée et les autorités de la transition demeurent silencieuses sur le nombre de soldats tombés au combat. Quant à l'attaque du camp de Djoura le 23 mai qui aurait fait une quarantaine de morts, elle n'a jamais été reconnue par les autorités. Officiellement, cette attaque n'existe pas. En Côte d'Ivoire, 5 détenus tués dans une mutinerie à la maison pénale de Bouaké. Plus de 20 blessés ont été aussi enregistrés selon un communiqué du parquet du tribunal de première instance de Bouaké. Le site Abidjan.net rapporte que c'est une opération de fouille de routine qui a viré à l'affrontement sanglant. Anna Rochard. Selon Abidjan.net, l'opération de fouille avait pour objectif d'extraire de l'établissement carcéral tous les objets interdits. La fouille s'est déroulée sans incident dans plusieurs cellules. La situation a par la suite dégénéré au niveau du bâtiment E. Armés de gourdins, de machettes et d'autres objets contondants, les détenus du dit pavillon ont opposé une résistance violente en attaquant les forces pénitentiaires. Ces derniers ont fait usage de tirs de sommation pour se replier. Il a fallu
fallu l'intervention de la gendarmerie et de la police pour que l'ordre soit rétabli. Le bilan humain est lourd. 5 détenus ont perdu la vie et 29 personnes ont été blessées, dont 6 agents pénitentiaires. Malgré l'incident, l'opération de fouille s'est poursuivie et a permis la saisie de plusieurs objets illicites, dont des blocs de cannabis, 18 téléphones portables, 3 grenades et diverses armes blanches. Le parquet a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de la mutinerie et en situer les responsabilités. En Côte d'Ivoire, Georges, Côte d'Ivoire, toujours 4 candidats de l'opposition exclus définitivement de la course à la présidentielle. Il s'agit de Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles B. Goudé et Guillaume Soro. C'est ce matin que la commission électorale indépendante a publié la liste électorale définitive. Gobia Yabi. La commission électorale indépendante CEI a publié mercredi 4 juin 2025 à minuit la liste électorale définitive actant l'exclusion de l'élection présidentielle des 4 grandes figures de l'opposition ivoirienne, notamment Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Bigoudé et Cheikh Tidiane Thiam. Ce dernier, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a été radié en avril 2025 après une décision de justice remettant en cause sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale. Quant à l'ex-président ivoirien, son ancien bras droit Charles Bigoudé et Guillaume Soro, désormais en exil, ils ont été radiés de cette liste depuis plusieurs années en raison de condamnations judiciaires et n'ont pas été réintégrés. Par conséquent, aucun de ces 4 candidats ne pourra se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025, ni même voter. Lundi, au cours d'une conférence de presse, le président de la CEI, Koulibaly Kouibir, avait déjà annoncé les couleurs, déclarant qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres de la justice ivoirienne. Dans un communiqué produit dans la matinée du mercredi, le PDCI a annoncé que son président Tidiane Thiam avait saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies tout en renouvelant son appel à la communauté internationale afin qu'elle s'investisse conséquemment pour l'organisation d'une élection présidentielle juste, transparente et sans discrimination. Le président du COJEP, Charles Bigoudé, a quant à lui annoncé une conférence de presse pour le jeudi 5 juin 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. En Éthiopie, l'ancien ministre d'État à la paix de nouveau arrêté moins de 6 mois après sa libération sous caution. Taï Dendeya a été interpellé hier dans l'après-midi lorsque 10 policiers se sont présentés à son domicile pour lui signifier qu'il était convoqué pour un interrogatoire. Il avait déjà été arrêté en décembre 2023 au lendemain de critiques virulentes contre le premier ministre Abiy Ahmed qu'il avait qualifié d'homme impitoyable qui joue avec le sang des innocents. Taï Dendeya avait également dénoncé l'échec du gouvernement à engager des négociations avec l'armée de libération Oromo. Le Libéria, la RDC entre au Conseil de sécurité des Nations Unies en un seul tour de scrutin. Ils ont obtenu avec le Bahreïn, la Colombie et la Lettonie la majorité absolue du tiers requise, soit 125 sur les 188 voix des pays membres. Ces 5 pays, ces 5 nations sont les nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité et vont commencer à siéger au sein du Conseil en janvier 2026 et vont poursuivre leurs travaux jusqu'à la fin de l'année 2027. Merci beaucoup Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, débat sur la tournée du Premier ministre dans des pays de la sous-région. Quelle retombée pour le Sénégal? Pour en parler, nous serons avec René Massiga Diouf, docteur en sciences politiques et relations internationales, et Mamadou Alou Diallo, maître de conférence à la faculté de sciences juridiques et politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la retraite. RFM Sport. Bienvenue Malal. Merci Barthélémy. Le derby de la banlieue se joue à huis clos à Thiès cet après-midi. À partir de 16h au stade Lat Dior de Thiès, Guédiawaye Football Club défiera l'équipe de l'AS Pikine. Une affiche qui d'habitude fait courir beaucoup de supporters, mais pour cet après-midi, ce sera à huis clos. Le stade de Thiès sonnera donc creux. Quelle analyse faire de cette décision de la Ligue professionnelle, mais également que retenir de cette affiche finalement Guédiawaye Football Club contre Pikine? François Amar Diouf, administrateur du site journaldedakar.com avec Sodecham.
Pikine Guédiawaye, quelle que soit la situation des équipes, ça reste un match choc. C'est un match à la sauce derby un peu. Et d'accord, au plan comptable, les deux équipes n'ont plus rien à jouer pratiquement parce que Guédiawaye est à 10 points du premier relégable Guédiamono. Donc en milieu de tableau, le maintien est assuré à 4 journées. Le maintien est quasiment assuré à 4 journées à la fin. Pikine ne peut plus être champion. Tout au plus, ils peuvent monter un peu les matchs et pourquoi pas être sur le podium en cas de confirmation de leur performance. Mais ils n'ont pas d'ascendant psychologique sur Guédiawaye, d'autant plus qu'ils sont sur une mauvaise série de 14 ans sans pouvoir gagner Guédiawaye. Après, le contexte est un peu différent vu que Pikine quand même est sur 7 matchs sans perdre, dont les 2 derniers contre Teungueth et Casa Sport. Donc ils sont sur une bonne dynamique, d'accord, mais ça reste un derby. Un derby, à la limite ça se joue pas, mais ça se gagne. Et Guédiawaye avait bien compris en venant jusqu'à Pikine pour les battre dès la 4e minute par Patrick Bass. Ils ont marqué le but ce jour-là et ils ont gagné. Ça ne veut pas dire que Pikine était moins forte ce jour-là. C'est juste que Guédiawaye a joué son derby et elle a remporté. Donc faut s'attendre à ce genre de match, sauf que ça va être gâché un peu par le huis clos. La tension négative autour du match a fait qu'il n'y a plus un peu ce piquant autour du derby. La mobilisation est gâchée et tout. En plus, on est en période de Tabaski. Tout ça combiné fait que ce n'est plus le match qui faisait rêver. Le tournoi de l'amitié, le Sénégal joue son 2e match aujourd'hui face à l'équipe du Japon. Ce sera à 14h. 2e jour de préparation également pour l'équipe nationale du Sénégal à Dublin. Les joueurs de Papillon se préparent à jouer contre l'Irlande vendredi prochain en amical. Ligue des Nations, première demi-finale ce soir. La première demi-finale de cette Ligue des Nations qui va se jouer ce soir, qui va opposer l'Allemagne à l'équipe du Portugal. L'autre rencontre verra la France défier l'Espagne, entre autres matchs attendus dans ce match. Cheikh Tidiane Diagne nous en donne plus de détails. Alors que la saison des clubs européens vient de prendre fin, désormais place aux sélections nationales et le Final Four de la Ligue des Nations se joue. La première demi-finale se déroule ce mercredi à partir de 19h et elle va opposer l'Allemagne au Portugal. Pour ce Final Four, la sélection allemande aura la chance de jouer à domicile. Ainsi, ce match se tiendra à l'Allianz Arena de Munich, car le finaliste du dernier Euro, la Mannschaft, s'attend à aller chercher son premier sacre en Ligue des Nations. De son côté, le Portugal va tenter de déjouer les pronostics ce mercredi soir sous la houlette de Roberto Martinez. Le Portugal était parvenu, pour rappel, à remporter la première édition de la Ligue des Nations en 2019. Il nourrit encore des ambitions très grandes pour cette 4e édition de la compétition européenne. Demain, jeudi, pour la seconde demi-finale de la Ligue des Nations, une opposition de première classe entre l'Espagne de Lamine Yamal et la France de Ousmane Dembélé, 2 prétendants au titre de Ballon d'Or. Cher Tian, pour finir avec le basketball, on joue également les demi-finales retour des playoffs chez les dames. La GIA défie l'équipe du Duc et chez les hommes, nous aurons à 18h l'AS Douane qui jouera contre l'équipe de la ville de Dakar-Barthélemy. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. La commission. La presse du jour, lecture commentaire Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Une Tabaski sous le signe de la précarité. À jour J-3 de la fête de Tabaski, l'observateur a fait le marché du mouton. Mais un constat en première page, c'est Tabaski crise. Néologisme monté en 2 temps pour évoquer les tensions, les fractures, mais aussi les appels à la solidarité. La crise économique n'épargne personne, pas même le mouton. L'agneau du sacrifice, symbole de la générosité et du partage, devient apparemment cette année le révélateur d'une misère galopante. Tribune parle d'une Tabaski sous le signe de la misère, mettant en lumière l'impossibilité pour de nombreuses familles de faire face aux dépenses. L'argent se fait rare, les prix flambent et l'urgence d'une relance économique s'impose comme un impératif national. Bougane Gueye Dany interpelle à juste titre le ministre de l'économie. Il ne s'agit plus d'une option, mais d'une exigence vitale pour sauver le Sénégal. L'observateur s'est rendu sur la corniche de Dakar et il y a rencontré des vendeurs de moutons de nouveaux genres. Au-delà de la précarité qui frappe les portefeuilles des ménages et l'impératif de s'honorer, d'honorer dignement la famille, les ménages partagés ont du mal à donner des coups de corne. Mais le journal est revenu toutefois avec
avec quelques photos de souvenirs dignes de certaines cartes postales. Sur la corniche, les femmes ont pris le pouvoir, vendeuses de moutons aux côtés des hommes. L'Obs parle de revanche des dames. À la découverte alors de Hassan II, roi du Maroc, mais notre roi règne sur la corniche. Le mouton Aboukan, un client, a proposé 5 millions de francs CFA pour se l'offrir. Offre rejetée avec le sourire. Et pour cette tabaski, vous le savez sans doute, à Edinburgh, la Lion de la DER offre des facilités pour s'offrir un mouton. Il s'agit d'une véritable OPA sur la tabaski, mais tout le monde ne le sent pas de la même façon. Kernolo, un homme politique, le voit de mauvais œil. À Edinburgh, a violé selon lui les principes fondateurs de la DER. Zizou parle d'un véritable détournement d'objectifs. Le journal LAS lui fait focus ce matin sur la situation de l'industrie à l'occasion du 2e salon des industries africaines. À cette occasion, constate le journal, le directeur des PME au ministère des Commerces et de l'Industrie a fait état de la mort, pas moins donc de 200 entreprises fermées au Sénégal. À présent, focus sur la tournée ouest-africaine d'Ousmane Sonko. Le journal L'Observateur note ce matin qu'elle s'est refermée par Freetown. C'est en Sierra Leone. Là-bas, le Premier ministre a fait état de l'exigence d'industrialiser les économies locales à partir des ressources naturelles et respectives. Il a profité de sa tournée en Conakry pour se montrer intraitable face aux forces centrifuges identitaires. Commentaire de Sucré et Salé. La tournée de Ousmane Sonko lui aura sans doute permis de mieux comprendre la vie des hôtes étrangers qui vivent parmi nous, ceux que plusieurs de ses alliés politiques veulent traiter en variable d'ajustement, ou pire en ascenseur politique. Souhaitons, dit le biétiste, qu'il ne laisse plus prospérer dorénavant certaines dérives politiques et même combattre toute trace de xénophobie dans ce pays. Le journal Les Échos note en tout cas que Sonko est de retour de son périple qu'il a mené respectivement à Abidjan, Conakry et Freetown en jet privé mobilisé durant tout ce parcours. Le journal Enquête en profite pour y voir plus clair. Le journal constate qu'en fait, qu'au-delà de la polémique politicienne, des questions légitimes se posent. À qui appartient par exemple la compagnie Sam Airways, transporteur du Premier ministre? Selon des informations du journal, la compagnie appartiendrait à l'homme d'affaires sénégalo-libanais Layous, propriétaire de la 2e cimenterie du pays, les ciments du Sahel. Le journal pointe un silence troublant autour des conditions dans lesquelles le jet privé a été mis à la disposition du Premier ministre. En première page du journal Le Soleil, falsification de signes monétaires en hausse au Sénégal, faux billets, vraie calamité. Depuis le début de l'année, les saisies de fausses monnaies ont atteint la contre-valeur de 21 milliards 300, soit près du double de 2024, un système structuré de blanchiment à l'échelle mondiale. Le journal Le Quotidien fait focus sur les débats sur le système politique. C'est au sujet du dialogue. Le journal note que s'il y a des accords sur l'interdiction de cumul de fonctions du chef de l'État et chef de parti, la rationalisation du calendrier électoral et des partis politiques, il y a eu aussi des points de divergence, notamment sur la modification de l'article 80 entre opposition et société civile. Sans plus, les désaccords portent sur le statut du chef de l'opposition, sur l'observatoire de la démocratie, la déchéance électorale, la publication des sondages, alors que les points de réserve sont la nature du régime politique sénégalais et la régulation des fonds politiques, c'est dire et non sexuellement la publication. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À midi 33 minutes avant point de vue, notez cette information concernant le procès Omar Sow dit Ozis. L'affaire est mise en délibéré jusqu'au 18 juin prochain. C'est donc la date retenue, le 18 juin, pour le verdict. Nous y reviendrons avec Boubacar Dieng qui suivait l'audience depuis ce matin. Midi 34 minutes, point de vue donc, tournée du Premier ministre dans des pays de la sous-région. Le Premier ministre qui s'est rendu entre autres en Côte d'Ivoire, en Guinée puis en Sierra Leone. Quelle retombée pour le Sénégal? Pour en parler, nous sommes en ligne avec René Massiga Diouf. Monsieur Diouf, bonjour. Oui, bonjour Barthélemy. Merci, vous êtes docteur en sciences politiques et relations internationales. Notre deuxième intervenant, Mamadou Alou Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Merci, maître de conférence à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop à la retraite. D'abord, la première parole à René, au doyen Alou Diallo. René Massiga Diouf, vous m'excusez, je donne d'abord la parole au doyen Diallo. Vous avez certainement suivi de loin ce déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko dans certains pays de la sous-région.
Une visite donc au cours de laquelle il y a eu des rencontres bilatérales pour renforcer un peu les relations qui lient le Sénégal à ces pays visités, mais également de façon générale la sous-région. Alors, d'abord, une première réaction. Comment vous appréciez un peu ce déplacement du chef de l'État dans le cadre des relations de bon voisinage? Merci beaucoup pour la question. Les déplacements du Premier ministre Ousmane Sonko dans la sous-région s'inscrivent dans une logique de géopolitique et de géostratégie qui consiste donc à comprendre le milieu dans lequel nous trouvons pour savoir quel levier actionner pour pouvoir donc mener une politique non seulement d'intégration mais également une politique économique. Si vous prenez le premier pays qui a été visité, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire d'un point de vue économique dans la sous-région, c'est un pays, si vous voulez, que l'on pourrait qualifier de locomotive d'un point de vue économique de la région ouest-africaine. C'est un pays avec lequel nous avons donc la possibilité d'avoir des relations très suivies par rapport donc à nos ressources naturelles. Et ça, c'est un phénomène qui est partagé avec tous les autres États. Donc, il faudrait voir dans quelle mesure dans quel secteur on pourrait donc mettre les curseurs pour pouvoir donc dire, voici les leviers sur lesquels je vais me fonder pour pouvoir non seulement asseoir aujourd'hui une coopération solide, mais également une coopération ciblée, sectorielle, de façon sectorielle pour dire, voici donc, c'est le premier élément. En ce qui concerne également le pays qui a suivi, je crois que c'était la Guinée. La Guinée également, c'est un pays frontalier au Sénégal. La Guinée est un pays également qui est très riche en ressources minières, notamment c'est le premier pays producteur de bauxite au monde. Donc c'est un pays aujourd'hui avec lequel le Sénégal a intérêt à se lier pour faire quoi? Pour mettre en commun des stratégies communes sous-régionales par rapport à nos ressources naturelles. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal également est devenu un pays minier. Nous n'avons peut-être pas la même dimension du point de vue de la bauxite, mais nous avons également maintenant notre pétrole, nous avons notre gaz. Et il ne faut pas oublier également que nous sommes un pays minier. Nous avons aujourd'hui l'or de Sagoudala, nous avons aujourd'hui également l'or au niveau de la région de Kédougou. Il y a la possibilité pour nous de faire une jonction pour avoir une position commune par rapport aux bailleurs de fonds étrangers, par rapport à la géostratégie consiste maintenant à ne plus exporter nos ressources de façon tout à fait naturelle. Il faut donc les transformer sur place. Il fallait donc que le Sénégal puisse parler avec la Guinée de ce point de vue-là pour voir dans quelle mesure on pourrait agir ensemble pour le bien commun de la population. L'autre problème également qui existe entre le Sénégal et la Guinée, ce n'est pas un problème, mais le sujet qui peut les intéresser, c'est le sujet, si vous voulez, de la population, les mouvements migratoires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une très forte communauté guinéenne au Sénégal. Ça crée parfois des tensions. Il faut dire que le Sénégal... Parce qu'en Guinée aussi, il y a une forte communauté sénégalaise, surtout dans le secteur de la pêche. Voilà pourquoi j'ai dit j'allais continuer, j'ai dit très forte concentration de Guinée au Sénégal et une forte, donc j'enlève le trait, maintenant pour une forte concentration également sénégalaise en Guinée. Donc nous sommes des pays qui sont obligés de travailler ensemble. Donc, vous savez, les mouvements migratoires peuvent être des sources d'apaisement, mais également peuvent être sources de conflit. Il faut donc avoir une lecture très géostratégique par rapport à cette question-là pour voir dans quelle mesure on pourrait coopérer et mettre à profit ces éléments-là plutôt que de voir quels sont les éléments de divergence que ça pourrait générer. D'accord. Et enfin, pour ce qui concerne... Oui, allez-y, enfin. Pour ce qui concerne la Sierra Leone également est un pays de l'Afrique occidentale. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un pays qui a fait face à des je vais l'appeler comme ça, des convulsions géostratégiques internes qui consistent donc à lutter pour le pouvoir. Vous savez, c'est un pays constitué par ce qu'on appelle les gémocraties, c'est-à-dire les pays qui ont beaucoup de ressources naturelles. La Sierra Leone, c'est un pays qui a beaucoup de bauxite, mais également surtout qui a du diamant. Donc ça aiguise un petit peu l'appétit des, si vous voulez, des mouvements de tous bords qui peuvent vouloir donc déstabiliser le pays pour pouvoir avoir la mainmise sur les ressources naturelles de ce pays-là. D'accord. Et autre chose également, donc c'est un pays avec lequel il faut donc négocier. Pourquoi? Parce que les mouvements transfrontaliers des personnes, ce sont des éléments qui sont suffisamment importants à Sierra Leone. Vous avez donc aujourd'hui, dans tout ce que je viens de dire là, ça fait le lit de ce qu'on pourrait appeler la crise et ce qu'on appelle la sécurité. Donc, la sécurité, c'est un élément qui est fondamental pour l'ensemble de la sous-région. Il faut donc comprendre en quoi, aujourd'hui, on pourrait
créer ce qu'on peut appeler des commissions permettant aux pays que je viens de citer d'avoir une politique commune. Et enfin, il y a également, il y a le problème également des ressources halieutiques. Si vous regardez la délégation qui accompagne le Premier ministre, il y avait parmi eux la ministre des Pêches et des Affaires portuaires. Il y avait le ministre de la Pêche, ministre des Industries, entre autres. Alors, voilà, je reviens à vous tout à l'heure, Mamadou Aliou Diallo. Le temps de donner la parole à René Massigé Diouf, docteur en sciences politiques et relations internationales. Alors, docteur, c'est vrai, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique de coopération régionale. Mais si on prend par exemple l'exemple de Freetown, est-ce que c'est vrai, il y a c'est un pays qui regorge de beaucoup de ressources, mais dans quel secteur, par exemple, vous pensez que le gouvernement ou le Sénégal peut bénéficier un peu de ce pays? Oui, bonjour Barthélémy, je salue le professeur Mamadou Aliou Diallo et je salue aussi vos auditeurs. Moi, je pense que nous nous inscrivons ici dans le cadre de la diplomatie traditionnelle. Les pays qui ont été visités sont représentatifs de quelque chose en termes d'intérêt stratégique pour le Sénégal et l'ont toujours montré dans le passé. Il s'agit d'aller au-delà de la proximité géographique qui définit souvent ces intérêts-là, mais aussi faire de telle sorte d'asseoir une dynamique qui tient compte de la conjoncture internationale actuelle, surtout la conjoncture régionale, qui fait face à beaucoup de mutations, des mutations qui sont liées un peu au fait que des intérêts soient de plus en plus opposés, incarnés aussi par des camps qui tirent de plus en plus leur inspiration d'autres cadres de référence. Donc au-delà de tout ça, il s'agissait de faire de telle sorte de renouer le contact et de repositionner le Sénégal sur le plan diplomatique. Donc nous nous inscrivons à partir de là dans une tradition qui fait que le Sénégal tient des relations extrêmement importantes, surtout de collaboration, qui puissent lui donner à l'avenir, par exemple, lorsqu'il voudra viser des postes au plan international, comme il en était récemment, que de disposer quand même du soutien de beaucoup de pays de cette partie. Donc moi je crois que cette redynamisation et cette réaffirmation d'abord s'inscrit dans le rôle et surtout dans la redynamisation qui doit être faite, parce que jusque-là quand même on a un nouveau régime qui vient d'arriver et qui hérite d'une situation plus ou moins difficile en matière de diplomatie et surtout en matière d'affirmation du rôle et même des orientations de la diplomatie sénégalaise. Donc nous nous inscrivons un peu dans le principe de ces valeurs, mais aussi faire de telle sorte de délivrer un certain nombre de messages. Je crois que là, il s'agissait dans ces deux pays, mais avant, il y a eu l'AES, il s'agissait de délivrer deux messages principaux. Le premier message, c'était de réaffirmer le caractère traditionnel de la diplomatie sénégalaise et son ancrage à travers un bon voisinage. Le deuxième principe, c'était d'affirmer aussi le caractère panafricaniste de la nouvelle orientation diplomatique du Sénégal. Et donc, je crois que c'est ce dernier message qui a été délivré lors de la première tournée du Premier ministre dans les pays de l'AES, par exemple. Alors, concernant la Sierra Leone, je crois que nous avons toujours eu une tradition de renouvellement ou de dynamisation de nos relations. Et donc ça faisait que, par exemple, au-delà des aspects économiques soulevés par le professeur Mamadou Aliou Diallo, nous avions des aspects stratégiques qui positionnaient le Sénégal comme étant, par exemple, une sorte de locomotive par rapport à la Sierra Leone dans ses aspirations pour occuper certains postes au plan international. Et donc c'est cette dimension-là peut-être qui doit encore être valorisée pour faire de telle sorte qu'à l'avenir, le Sénégal puisse s'inscrire dans une dynamique profitable à sa diplomatie. D'accord. Merci René Massigé Diouf. Je reviens à vous tout à l'heure. Mamadou Aliou Diallo, c'est vrai, le Sénégal multiplie les contacts au sein de la CEDEAO. Le Premier ministre qui veut repositionner le Sénégal comme un acteur clé dans l'intégration et la stabilité ouest-africaine à travers un peu ces coopérations bilatérales. Aujourd'hui, on sait que les pays ont été les pays visités sont un peu dispersés entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que cela ne risque pas d'avoir un peu un impact sur le repositionnement même du Sénégal? Un impact certainement tout de suite direct là, oui, on pourrait dire dans la mesure où si vous avez bien suivi la position des États de l'AES aujourd'hui, permettez-moi de l'expression de l'appeler une position un peu épidermique par rapport à cette situation-là. Vous pouvez dire oui, aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que
La CEDEAO, c'est une institution à laquelle donc, les États sont libres d'adhérer parce que les États ont un pouvoir discrétionnaire pour adhérer ou non, si vous voulez, à une convention internationale qui crée une organisation régionale ou sous-régionale. Mais autre chose maintenant est le fonctionnement de l'institution. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO, son bilan n'est pas tout à fait reluisant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'avancée, mais il n'est pas reluisant. Et ce qui a exacerbé un petit peu les positions et qui a peut-être expliqué, je ne dis pas justifié, expliqué la position des pays de l'AES, c'est lorsqu'il y a eu des coups d'État dans les différents pays. Et la CEDEAO est allée jusqu'à prendre des décisions, je pèse bien les mots, qui ne figurent pas dans les statuts de la CEDEAO. Quand on dit par exemple au Mali, il y a un coup d'État et que l'on demande à créer un embargo contre le Mali, l'embargo ne se trouve pas dans les statuts de la CEDEAO. Lorsqu'il y a eu un coup d'État également au Niger, donc on a décidé d'intervenir militairement. Ce sont des procédures qui n'existent pas dans les statuts de la CEDEAO. Donc ces États-là sont dit, nous sommes lâchés par nos pairs. Donc par conséquent, on a l'obligation de nous rétracter. Et c'est que là, il faut maintenant saluer la démarche du gouvernement du Sénégal, c'est quoi? C'est de pouvoir recoller les morceaux. Recoller les morceaux, c'est s'ériger en médiateur et éventuellement en conciliateur entre les deux groupes. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal va de façon particulière visiter le Burkina Faso, l'occasion faisant le larron, avec donc l'érection du mausolée, ou bien du musée de Thomas Sankara. Le Premier ministre est allé au Burkina Faso. Vous avez vu tous les actes qu'il a posés, c'est pour rapprocher les États. Parce que dès l'instant qu'il y a un rapprochement entre États de façon bilatérale, ce sera plus facile pour le Sénégal maintenant de jouer à l'arbitre, au conciliateur, pour dire maintenant, venez, on va s'asseoir autour d'une table, on va renégocier aujourd'hui les textes qui concernent la CEDEAO et ensuite remettre les garde-fous. Il ne faudrait pas que les États puissent aller au-delà de ce qui les lie. Ce qui les lie, c'est des textes. Aujourd'hui, nous avons intérêt à ce qu'il y ait la libre circulation des personnes et des biens, surtout des biens, dans nos différents pays. Et c'est ça qu'il faut comprendre à la démarche de Sonko. Lorsque en Sierra Leone, vous avez du diamant, lorsque au Sénégal, vous avez du gaz, on dit qu'il a la possibilité pour nous maintenant de faire une politique commune de transformation, si vous voulez, de ces ressources naturelles-là, qui permettront au Sénégal aujourd'hui de pouvoir y tirer profit, mais surtout de déglacer, si vous voulez, donc les relations qui sont très fortes entre nos États. Si vous regardez la densité des relations qui existent entre les pays de la CEDEAO, et la densité des relations entre chaque État africain avec un pays occidental, permettez-moi une session, il n'y a pas de photo. Donc il y a un très faible rapport économique, politique. Les États africains ne se parlent pas trop. Il faudrait donc que cette glace-là puisse être brisée et je crois que c'est ce qu'il faut saluer dans la démarche de Sonko, pour qu'on puisse aujourd'hui recoller les morceaux, créer aujourd'hui une dynamique intégrationniste et ramener peut-être éventuellement les États de l'AES dans la bonne direction. Je crois que ça, c'est un jalon qui est très très fort qui a été posé. C'est tout à fait à l'honneur du Sénégal. Et je suis d'accord avec ce que M. Diouf disait tout à l'heure, que donc le Sénégal a gagné par rapport à cette question-là et ça fera du Sénégal aujourd'hui un pays dont on aura confiance par rapport à ces institutions. Merci. Et pour redorer notre blason d'un point de vue international. Merci Mamadou Aliou Diallo, maître de conférence à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à la retraite. René Massiga Diouf, je termine avec vous. Alors oui, réussir l'intégration africaine, c'est bien possible, mais est-ce que vous pensez que le Sénégal peut se positionner en trait d'union entre la CEDEAO et l'AES? Je crois que c'est l'un des objectifs qui ont été fixés et réitérés lors de cette visite. Le Premier ministre en a parlé, je me souviens plus à partir de quel pays, mais il en a parlé. Continuer à jouer ce rôle. Ça s'inscrit dans aussi la tradition diplomatique sénégalaise en quelque sorte. Le Sénégal était une forme de locomotive par rapport à beaucoup de pays, surtout par rapport à leur positionnement. Et le Sénégal avait le poids qui lui permettait un peu de jouer ce rôle. Depuis quelques années, il y a eu beaucoup de mutations, comme je disais tantôt, au plan international, surtout au plan régional, qui fait qu'actuellement, il y a des camps. Le système de blocs c'est plus ou moins fissuré. Il y a une remise en cause de la crédibilité et surtout par rapport à leur notoriété pour prendre en charge ou bien diriger des pays en tout cas d'une même partie du continent sur certaines questions. Et donc, moi, je crois que c'est ce rôle-là que, par exemple, les nouveaux gouvernants veulent faire rejouer le Sénégal. Et donc, c'est ce message qui a été plus ou moins réitéré à partir de ces pays. Mais ce qu'il faut se dire aussi par rapport à la CEDEAO, moi, je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et que, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir est-ce qu'il était mieux pour les dirigeants de l'institution régionale de rester les bras croisés par rapport à un phénomène qui prenait de l'ampleur, par exemple.
C'est aussi ça la question en vérité, parce que sinon, au fond, le suffrage universel ne servirait plus à rien si, par exemple, on devait laisser prospérer les coups d'État un peu partout à l'échelle régionale. La CEDEAO est allée plus loin. Bon, moi, je ne sais pas. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que probablement la spécificité, par exemple, de sanctions comme l'embargo n'a pas été prise en compte par les textes fondamentaux. Mais si on relit, par exemple, le protocole additionnel de Lomé de 2000, on peut se rendre compte que réellement, qu'il y avait une marge de manœuvre qui est donnée à la CEDEAO pour intervenir. Pas spécifiquement en décrétant l'embargo, pas spécifiquement en cherchant à étouffer un certain nombre de pays, mais en prenant des mesures pour que, par exemple, rectifier la situation de ces pays le plus rapidement possible. Et c'est ça qu'il faut se dire. Moi, je crois que le Sénégal ne peut pas aller à l'encontre d'une institution régionale aussi puissante que la CEDEAO et dont il a contribué à la fondation, mais devrait faire de telle sorte de s'aligner, par exemple, sur des orientations qui puissent lui permettre de prendre en compte ses intérêts stratégiques, surtout économiques du moment. Merci beaucoup René Massiga Diouf, docteur en sciences politiques et relations internationales. Merci également à Mamadou Alou Diallo, maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la retraite. On vous retrouve tous les deux, vous allez poursuivre le débat tout à l'heure dans 10 minutes, donc dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Mesdames, Messieurs, merci. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, réalisation Ndiogou Diène, il sera là pour le journal de 13h. Chef d'édition Awambaye, bonne suite de programme sur la radio Futur Média.